Les jeunes ont-ils raison d'avoir peur de la guerre? Oui, ils ont raison d'avoir peur. La guerre, c'est la pire des abominations. C'est l'antithèse de l'état de paix. Or, nous aspirons tous à la paix. Moi, je pense qu'ils sont lucides et il faut être réaliste. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais mieux on est préparé et plus on est sûr qu'il ne se passera rien. Et la guerre, elle prend plein de formes. Hybride, conventionnelle. Donc elle existe. Oui, ils ont raison d'être attentifs et on a besoin qu'ils se mobilisent. C'est la meilleure manière de dissuader nos adversaires de nous attaquer, que ce soit les djihadistes ou des puissances étrangères. Pas du rat. Quartier libre. Dans ce quartier libre, on va parler des jeunes et l'armée. Faut-il rétablir le service militaire? Les jeunes doivent-ils se préparer à la guerre? Pour répondre à ces questions, j'ai invité le général Givre qui commande la direction du service national et de la jeunesse. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà des dizaines de milliers à regarder les premiers épisodes de Quartier libre, le podcast dans lequel un soldat pose des questions à des leaders civils et militaires. Je peux que vous encourager à continuer. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux pour me proposer des invités ou me poser des questions. Capitaine Brault, BRAULT. Et vous retrouverez les autres épisodes de Quartier libre sur la chaîne Armée de terre recrute. Mes respects, mon général. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Quartier libre. Je voudrais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est votre métier? Soldat. Et pas n'importe lequel, puisque vous êtes un officier général. J'étais soldat de montagne, je suis toujours un soldat de montagne et un soldat tout court, voilà, en tant qu'officier général. Avec la particularité des officiers dans l'armée française, c'est qu'ils commencent au bas de l'échelle, puisqu'ils sont chefs de section et donc ils sont au quotidien avec leurs soldats. Et puis, s'ils ont l'envie et aussi les capacités, puisqu'il faut passer des concours, ils peuvent devenir chefs de corps, colonels, et puis plus tard officiers généraux s'ils ont été choisis par leur père et par l'autorité politique. Aujourd'hui, parmi vos missions, il y a la question de l'engagement des jeunes dans les armées. Alors, je voudrais vous poser cette question que tout le monde se pose. En général, faut-il rétablir le service militaire? C'est pas moi qui vais vous répondre à cette question, c'est évidemment une question éminemment politique. En revanche, je dirais, je ne sais pas s'il faut rétablir le service national. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faut réfléchir à comment mobiliser les jeunes dans le cadre du recrutement pour abonder les forces d'active et de réserve. Et si les circonstances l'exigeaient, comment ferions-nous pour solliciter les talents et les compétences qui pourraient nous faire défaut pour combattre nos adversaires. Et là, on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire le combat, il y a plein de façons de combattre ou d'œuvrer pour la défense nationale. Il y a une façon sous l'uniforme, avec un fusil d'assaut, dans une tranchée s'il faut. Et puis, il y a des formes pas sous l'uniforme, notamment dans le combat dans les champs immatériels. Et là, dans ce domaine, mais comme dans plein d'autres, on a besoin de tous les talents et de toutes les compétences de la société, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, et peut-être même parfois quel que soit le niveau de qualification. J'aimerais du coup développer sur cette question parce que j'ai des jeunes à qui je parle, des moins de 30 ans, et notamment un, il m'a marqué, il m'a dit « Si on nous attaque, je ne sais rien faire ». Comment l'armée peut répondre à ce besoin que certains jeunes ont? Ils ne veulent pas forcément s'engager dans les armées comme soldats, mais ils veulent apprendre à se défendre. En fait, il se trompe, ce jeune, et nous, on a à lui dire qu'il se trompe. Pourquoi? Parce qu'il a des talents, c'est sûr et certain. Même les jeunes qui font les pires bêtises, ils ont des intelligences. Alors, parfois, ils n'utilisent pas cette intelligence dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. J'étais en Irak en 2006. La question, c'est la radicalisation. Comment faire en sorte, pour les Irakiens, pour l'armée irakienne, pour le gouvernement irakien, d'attirer les jeunes qui spontanément allaient vers Al-Qaïda et vers l'État islamique. Parce que ces jeunes, ils y allaient par idéologie, ils y allaient parce qu'il y avait du sens, ils y allaient parce qu'il y avait un cadre, ils y allaient aussi parce qu'ils pensaient qu'il y avait une forme de respect à leur égard. Et c'est des jeunes de tout profil, au niveau intellectuel ou pauvres, et surtout dans la communauté sunnite. Et l'une des réponses qu'on avait en échangeant avec les Irakiens, la seule réponse qui allait à l'époque, c'était que l'armée irakienne soit elle-même inclusive. C'est qu'elle inclut des Kurdes,
qu'elle inclut des sunnites, de tous ceux de l'Anbar, et bien sûr les chiites. Et ça, c'était une vraie difficulté. Et donc, il y avait une réponse à la radicalisation, il y avait une réponse, parce que la radicalisation ou la colère, ou cet enfant, ce jeune qui vous dit « mais moi je ne sais rien faire », en fait, il faut qu'on lui redonne confiance, il faut le guider, et il faut l'aider à révéler ses talents, parce que tout le monde a des talents. J'insiste parce que je trouve qu'on n'entend pas souvent ça. Vous admettez qu'il y a des jeunes qui se dirigent vers des organisations terroristes tout simplement parce qu'on n'a pas pu leur offrir un cadre ou une chance par ailleurs? Oui, et je pense que j'en suis persuadé. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui y sont allés sont rattrapables une fois qu'ils ont été une fois que leur cerveau a été lavé dans ce genre d'organisation. Mais moi, j'en suis persuadé. Et c'est tellement vrai. Vous le savez, dans le régiment dans lequel vous servez aujourd'hui. Moi, ce que j'ai vu avec les jeunes engagés également le bataillon que j'ai commandé dans la brigade, c'est que vous avez tout profil qui viennent chez nous. Et pourquoi ils viennent chez nous? Ben, ils viennent chez nous parce que pour beaucoup d'entre eux, on leur redonne un cadre. Parce que pour beaucoup d'entre eux, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'on ne les juge pas d'emblée. J'avais l'habitude de dire dans les troupes de montagne, on ne naît pas soldat de montagne, on le devient. Donc quand vous avez dit ça, c'est accessible à tout le monde. Peut-être le seul point, le prérequis, c'est qu'il y ait la volonté de se dépasser, d'aller dans un monde qu'on ne connaît pas et de croire en ceux qui vont vous guider. C'est tout. Et donc de croire en soi. Pour le reste, voilà, c'est ce qui fait que nous, on a des soldats qui n'ont pas de diplôme, on a des soldats qui n'ont pas de famille, on a des soldats même qui ont été sous main de justice ou qui ont des problèmes avec la justice. Pourtant, ils se tournent vers nous. Pourquoi ils se tournent vers nous? Pas parce qu'on a la dernière bouée de sauvetage, peut-être en partie, mais parce que je crois, et ça, il faut qu'on le défende à tout prix, qu'ils ont confiance en nous. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans notre regard. C'est-à-dire que nous, on ne les juge pas. Nous, on va vivre avec eux, on va les guider comme un guide de haute montagne, ils vont être encordés avec nous. Et on sait que s'ils n'avancent pas derrière, nous, on n'avancera pas. Et que donc nos destins sont liés. Je pense qu'ils ont cette confiance dans l'institution en ce sens. Justement, il y a une étude récente qui a montré que chez les 15-25, 84% je crois d'entre eux ont confiance dans l'institution militaire. Et ensuite, quand on leur donne d'autres institutions de la République, là, ça tombe très très bas. À votre avis, ça tient à quoi cette relation nouvelle entre les jeunes et l'armée? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a déjà certaines institutions de la République qui sont confrontées au quotidien à beaucoup de violence, qui sont au contact quotidien des jeunes et qui probablement ont parfois en partie abdiqué l'autorité. Donc je ne veux pas juger la performance des autres institutions parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Quand je vois comme la police est malmenée, mais elle est aussi au contact quotidien de jeunesse dans des conditions extrêmement difficiles. Nous, on a la chance d'être à la fois entièrement dans la société et en même temps d'être préservé d'une certaine manière, ou en tout cas d'avoir une autonomie, une singularité par nos règles de fonctionnement, uniquement dictées par le fait qu'on doit être efficace au combat. De ce fait-là, on a un enjeu de fraternité, on a un enjeu d'égalité. C'est un paradoxe, on a une hiérarchie extrêmement marquée et pourtant, je suis convaincu, et mon exemple personnel est probant, qu'on est la matrice la plus égalitaire qui soit, en tout cas au sens de la méritocratie. Et donc, les jeunes, ils le voient, ça. Bien sûr, on n'est pas une institution parfaite. Il y a des dérives, il y a des défauts, parce qu'on est aussi humain. Mais ce que je crois sûr, c'est que la culture collective, c'est une culture de bienveillance et de respect, mais en même temps d'exigence. Je vous ai écouté dans un colloque avoir une attention particulière sur des jeunes garçons en échec scolaire. Si vous parliez là à des parents ou à des professeurs qui font face à des enfants qui commencent à être désaxés, qui sont en échec scolaire, quels conseils vous leur donneriez? Est-ce que vous trouvez, je ne veux pas rentrer dans le cliché, l'armée c'est la solution pour ces gamins-là, mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Moi, je pense que tout part de la confiance qu'un jeune ou un moins jeune a en lui ou pas. Vous avez familialement ou par des rencontres dans la vie, des gens qui vont vous mettre en confiance. On s'est tous construits dans l'incertitude. Enfin, c'est très difficile. Enfin, moi, ma carrière, rien n'était évident. Enfin, la vie n'est pas évidente. Il y a des moments où vous êtes en confiance, des moments où vous êtes plus en difficulté.
Moi, je pense que ça a fonctionné parce que mes parents, comme ensuite les chefs militaires les premiers chefs que j'ai rencontrés, ont cru en moi, dans le regard. Hmm. Et là où j'étais en difficulté, je ne dirais pas la note que j'ai eue en maths au bac, mais les gens m'ont dit, mais c'est pas grave, parce que j'ai vu tes autres qualités. Et c'est ce que je vous disais au départ, moi je suis persuadé, et c'est ce qu'on avait essayé de faire dans la nouvelle politique qu'on met en œuvre au niveau du ministère des Armées vis-à-vis de la jeunesse française, que tous les jeunes Français ont des qualités, ont des talents. Tous et tous, sans aucune exception. Donc l'enjeu, c'est qu'on arrive à révéler ces talents. Et le problème de l'école, j'ai un exemple familial extrêmement éclairant également, c'est qu'elle n'évalue que sur quelques intelligences, sur les 9 intelligences, c'est essentiellement l'intellect. Et si vous n'êtes pas un intellectuel, vous êtes relégué. Alors l'armée, pourquoi elle fonctionne? Parce que nous, on joue sur l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, gérer ses émotions, aussi être capable d'en avoir pour être empathique. Parce que nous, bien sûr, il faut de l'intellect, mais il faut aussi de la force physique. Il faut aussi de la créativité. Tout ça, vous le voyez à l'école, vous? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des profs attentifs. J'ai vu des profs bienveillants. Mais je n'ai pas vu de matière sur laquelle... Le gamin de la banlieue, là, qui est super fort en MMA, super fort en sport, qui a de l'éloquence, à quel moment il va s'exprimer à l'école? Dites-moi quand, dans ses notations, on va mettre en avant cette intelligence et peut-être qu'elle-même, elle supplante, voire qu'elle nivelle son déficit en français ou, je ne sais pas, en maths. Jamais. Jamais. Vous avez des gamins qui, à l'extérieur de l'école, sont des avions de chasse. À l'école, ils sont déclassés. Ça ne peut pas continuer, ce système. Ça ne peut pas continuer. Arrêtons d'évaluer les gens à leur diplôme. Et nous, quand ils viennent chez nous, on les juge sur tout. Le caractère, la force d'âme, le cœur, le physique, la sociabilité, la générosité. Vous le voyez où à l'école, qu'on vous dit? Donc si vous avez loupé le coche intellectuel, vous êtes foutu. Donc ça donne de la colère incroyable. Parce que les gamins ne sont pas en confiance. Vous êtes en colère quand vous n'êtes pas en confiance. Quand vous êtes serein, vous n'êtes pas en colère. Il n'y a pas de raison d'être en colère. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas dire affirmer des choses, dire je ne suis pas d'accord. Voilà. Et ça, je pense que c'est le gros problème de notre société. Moi, j'ai mon frère, pas eu le bac. Il est parti en 5e de l'école. Nous, on avait une bonne éducation. Parents, pas le bac. Hein. Donc, ça aussi, il n'y a pas de fatalité. Mais ils ont cru en mon frère. À un moment où tout le monde autour, il faut qu'il aille au bac, qu'est-ce que c'est? C'est un cancre. Il était très intelligent. Sauf qu'à l'école, c'était des intelligences, elle ne pouvait pas s'exprimer. Il est aujourd'hui chef d'entreprise. Et il gagne mieux sa vie que moi, qui suis déjà un privilégié. Et il a monté sa boîte tout seul. Voilà, donc arrêtons, faisons confiance. Lui, il a été rattrapé par les parents. D'autres sont rattrapés parfois leurs profs, par un ami, mais quand ils en ont. Sinon, ils sont rattrapés par le chef de gang. Ouais. Ou par l'imam radicalisé. Voilà. Alors, mais le drame dans tout ça, c'est que tout le monde a conscience de ce phénomène. Sauf qu'on ne réforme pas les institutions dans la société qui devraient ouvrir ce champ des possibles, qui existait avec l'école de la Troisième République, qui a existé jusqu'à où moi je suis rentré au lycée. Jamais mes parents n'auraient imaginé choisir entre le privé et le public. Déjà, ils n'avaient pas les moyens. On ne se posait pas ces questions. C'était l'école de la République, que vous alliez dans le privé, dans le public, et le public était parce qu'il y avait de la discipline, parce qu'on respectait les profs, parce qu'on délivrait un message intellectuel au sens de l'apprentissage, mais également des valeurs républicaines. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Le système est hétérogène, parce qu'il n'y a pas de puissance institutionnelle qui impose ce qui est commun. Vous, dans la direction, vous travaillez avec des profs, vous travaillez avec l'éducation nationale? Oui, on a de remarquables relations qui, en plus, je pense, s'améliorent d'année en année. Avec, bien sûr, le ministère lui-même et puis tous les professeurs qu'on rencontre. Moi, il y a des gens extraordinaires. Mais contrairement à nous, notre force, c'est quoi? C'est qu'on a une culture collective, une matrice, un creuset, qui en plus n'est pas figé, même si les traditions sont fortes, mais ça évolue.
Et cette matrice, elle est reliée à tous les échelons, chacun avec sa personnalité. Vous êtes capitaine, je suis général, je n'ai pas l'impression de parler à un étranger. Et pourtant, je ne suis pas légionnaire, même si quand je commandais la brigade, j'avais un régiment de légion, le vôtre, J'étais sous mes vos ordres. Exactement. Mais la force, c'est que nous, on n'a jamais transigé sur les valeurs communes. Jamais. Le préalable, c'est que quand on rentre dans cette institution, on adopte ces codes. Pas littéralement, pas bêtement, mais de manière conscientisée. La lettre et l'esprit. Ce qui fait qu'on a une culture commune. Et que même si vous êtes d'un régiment de légion étrangère, même si je parle à un nouveau légionnaire, ou que vous parlez chez nous à un transmetteur, un aviateur, un marin, vous avez effectivement une grammaire, plus important encore, une philosophie commune. C'est ce qui fait aussi quand vous allez à l'étranger, en coalition, nous on n'a aucune difficulté à se mettre en coalition. J'étais au Mali, quand vous parlez à un officier bangladeshi, il sait ce que c'est un général. Pourtant on n'a pas la même culture militaire. Donc vous pouvez dialoguer à un officier malien pareil. Et ça, c'est une force incroyable. Et c'est ce qui fait que nos organisations sont particulièrement résilientes et je pense, j'en suis persuadé, véritablement inclusives. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'avant l'armée, j'ai été pendant un très peu de temps prof d'histoire en Seine-Saint-Denis. Si vous aviez un prof qui vient vous voir et qui vous dit qu'est-ce que l'armée peut m'enseigner ou quelle aide elle peut me donner dans ma classe, au-delà des valeurs dont vous venez de parler, quel peut être ce dialogue entre un soldat et un prof? Moi, je lui dirais, mais lui n'en est pas le dépositaire, je lui dirais ce qui fait, encore une fois, la force de notre institution, c'est le collectif du commandement. C'est-à-dire qu'on a, en fait, le rapport de force, cette notion que tout le monde avait oubliée dans les guerres, qu'on nous côté, comme si le soft power suffisait. Enfin, on voit bien qu'il y a le rapport de force physique, qui est également psychologique. Pourquoi nous, on a très peu de problèmes avec nos soldats, et pourtant on a des gamins, et qu'on en avait peu, y compris que les appelés. Pourtant on avait des gens récalcitrants, des gens indisciplinés, parfois des gens violents. Nous, à la Légion, on n'a pas honte de le dire, il y avait des jeunes avec des casiers judiciaires, ils viennent chercher une seconde chance. Mais pourquoi ça fonctionne? Bien sûr, parce qu'ils ont vu la lumière, ils ont compris qu'en fait, il y avait une voie pour eux, qu'on allait les guider, les accompagner, mais aussi parce qu'ils savent que le système, l'institution est plus fort qu'eux, sera plus fort que leur déviance. Nous, on punit, on récompense. Quand quelqu'un commet une faute, il n'y a pas de circonvolution. On s'explique. Collectivement, en plus, vous le savez, président représentant des engagés volontaires, représentant des sous-officiers, quand ça concerne un souvé, représentant des officiers, le chef de corps, il dialogue, il entend la personne. Et il le fait de manière juste. Et quand ce n'est pas juste, ça se sait dans le régiment. Et pourtant, l'autorité n'est jamais discutée. La force et la faiblesse d'autres institutions, c'est que leur collectif n'est pas soudé autour des mêmes valeurs, dans le respect de la hiérarchie. En revanche, je leur dirais, soyez vous-même. Mais moi, je vous le dis franchement, je retire mon chapeau, prof. Enfin, vous l'avez été, 30 gamins, vous n'êtes pas sûr d'être soutenu par votre hiérarchie, parfois c'est le cas. Vous n'avez pas les mêmes leviers de discipline. Il suffit qu'il y ait un enfant qui soit en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait dans l'armée quand il y a un jeune qui est en difficulté? Vous dites au capot-chef, au sergent, va discuter avec lui. Et puis le reste de la section, elle reste sous ton autorité, sous celle des sous-officiers. Et puis voilà, mais on prend le cas particulier, mais parce qu'aussi on est organisé pour le faire. On ne le sait pas forcément, mais dans les régiments, dans les unités, quand il y a des soucis avec ces chefs, on passe par le président des militaires du rang, le président des sous-officiers. Tout ça, c'est des courroies de transmission qui permettent de rétablir le dialogue, parfois de faire remonter des problèmes à des chefs, et c'était bien de le rappeler. Oui, je me permets de rebondir là-dessus. On ne doit jamais déjuger la fonction, mais on peut déjuger ou sanctionner la personne qui porte la fonction. Et ça, c'est un équilibre subtil, et on doit le faire si il y a une injustice manifeste. Parce que la fraternité d'armes, c'est la justice. Donc on doit être vraiment vigilant là-dessus. Et si vous rapportez ça au commandement, au leadership, c'est l'exemplarité. Et même un chef, ça m'est arrivé un jour, quand j'étais jeune dedans, j'ai mal parlé à un de mes chasseurs, qui était à l'époque un appelé. J'étais exaspéré, et j'ai fait une remarque sur le physique. Je ne fais jamais de remarque sur le physique. Ça m'est resté incrusté, parce que j'ai vu dans ses yeux
Et je l'ai revu, hein. Il est aujourd'hui maire d'un village. Ah bon. C'est incroyable, non, mais on sait pas. Et lui, je pense, je lui ai dit un jour, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il ne s'en souvenait plus. Mais moi, ça m'avait marqué. Oui, parce que j'ai vu dans ses yeux qu'il était sidéré que j'ai pu lui dire. J'ai dit une fois rapidement. J'ai dit, t'es complètement dégingandé, il était un peu physique. Voilà, tu m'énerves. Mais en parlant du physique, ce que je ne fais jamais. Je m'en suis voulu tout le temps. Et ça, on a le droit de dire, je me suis trompé. Je suis désolé. Ça, on dit pas souvent ça dans l'armée. Non, à un garçon ou à une fille, il y a des choses. Moi, quand on est habitué, on va passer. Il y a des gens qui ont une sensibilité. Au Mali, une officière américaine de l'armée de l'air américaine. Très intéressant comme cas de figure. J'étais chef d'état-major. Elle était dans l'ONU. Je lui ai écrit un mail, il y avait un sujet concernant des besoins aériens qui ne débouchaient pas. C'était une fille qui était très bien. Ça faisait plus d'1 an qu'elle était là-bas, mère de famille. Donc il y avait un contexte et je la sentais extrêmement tendue. Mais ça se passait très très bien. Je lui ai écrit un mail, un peu sec, mais vraiment pareil. Je n'ai pas dit colonel, dire colonel c'est en anglais. Voilà, vous en êtes où? Il faut que ça débouche un peu. Voilà, maintenant ça suffit. Assertif quoi. Ouais, assertif, exactement, mais pas contre elle. Elle va voir immédiatement. Moi, absolument. Et pourtant, je ne suis pas dans ce style-là. Mais là, ça urgeait, il y avait des besoins pour des opérations. Elle va voir son représentant national américain qui vient voir en me disant je ne sais pas comment vous avez parlé à la colonelle. C'est pas un mail, hein, Bon, je montre le mail, il dit ok, ouais, mais c'est sensible, etc. Ok, vous avez deux solutions. Vous dites ok, mon orgueil, je suis le chef, basta. Option possible. Je dis non. C'est une américaine, c'est une femme. J'ai besoin de garder tout le monde à bord. Je me suis dit en fait, mon propos, que je pensais tout à fait normal, pour elle n'a pas été perçu normalement. Je vais lui dire, je lui dis, je suis désolé. Bon, il faut qu'on remplisse la mission. Je suis désolé si la forme ne vous a pas convenu. Ça peut arriver. Par écrit, c'est glissant et puis on ne maîtrise pas peut-être les références culturelles. Non, mais même, tu sais, ça peut être aussi, vous savez que ça peut être à l'oral aussi. Alors, en vous disant ça, avec les gars, c'est moins un sujet, encore que. Et puis, vous pouvez avoir une maladresse verbale parce que vous ne connaissez pas non plus ce qu'a vécu la personne ou ce qu'est en train de vivre la personne. Voilà, il ne faut pas hésiter à dire « je suis désolé ». Qu'est-ce que ça vous fout? Moi, je suis général, personne n'a jamais discuté mon autorité. Pour un capitaine, il n'y a aucun sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on tend la main à nos soldats en permanence et qu'on est capable aussi de les sanctionner de manière juste. Il faut être juste. Moi aussi, j'ai fait des maladresses comme ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Un peu plus tard dans le podcast, on va parler vraiment de la place du chef, votre vision du leadership. Là, vous avez pris un peu d'avance. Je voudrais revenir sur la partie jeunesse et les solutions qu'on leur propose pour l'engagement. Donc, il y a plus de service militaire. En revanche, les armées offrent un certain nombre de préparations militaires qui peuvent permettre à des jeunes de s'engager et de vivre une expérience dans l'armée. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de la journée de défense et citoyenneté parce que vous êtes en train de la réformer pour peut-être la militariser, c'est ça? Oui. Alors en fait, il y a deux types de dispositifs à disposition des jeunes. Il y a tous les dispositifs d'engagement volontaire. Ceux-ci sont opérés par les armées, pas par les directions du service national de la jeunesse. Alors, il y a bien sûr l'engagement. Je deviens un soldat professionnel. Et pour tous ceux qui ne veulent pas s'engager, comment ils peuvent vivre une expérience? D'accord. Mais les formes d'engagement, elles sont importantes, d'accord. Oui, c'est de l'engagement aussi, pardon. Non, d'accord. Ceux qui ne veulent pas signer un contrat. Non, mais j'insiste parce que ça va vous expliquer quels sont aujourd'hui nos points d'effort. Il y a l'engagement volontaire, que ce soit d'active ou de réserve. Ça, c'est l'affaire des armées. C'est une démarche vraiment pleine et entière d'un jeune. Pour tous ceux qui ne veulent pas ce type d'engagement, devenir une profession, parce que même quand on est réserviste, c'est une profession, mais à temps partiel. Il y a plein d'autres dispositifs, également opérés par les armées. Les stages, les apprentissages, les préparations militaires de toutes sortes. Il y a d'autres dispositifs aussi, si on a la chance d'être dans une classe défense, ça c'est au sein de l'éducation nationale. Et puis, il y a un autre dispositif, c'est le seul dispositif obligatoire en France, c'est la journée défense et citoyenneté. À 16 ans, on impose également un recensement citoyen obligatoire. Ce sont les mairies qui le réalisent, mais la maîtrise d'ouvrage appartient à la DSNJ. Donc on a 2 temps obligatoires qui sont maintenus. À votre direction. Exactement, au nom du ministre des Armées.
Donc là, à l'époque, ça s'appelle JAPD, Journée d'appel. Ouais, moi, quand j'ai fait, c'était JAPD. Ouais. Et voilà. Et moi, je me souviens même, comme jeune lieutenant, qui avait des appelés, hein, j'ai eu des appelés, moi. On nous avait demandé d'aller expliquer à la population française, je suis allé dans plusieurs salles communales, oui, expliquer la transformation de l'armée de conscription vers l'armée professionnelle. Pour expliquer aux Français que ne vous inquiétez pas, l'armée professionnelle, c'est pour des raisons géostratégiques. On a besoin de plus de technicité aussi. On a besoin d'avoir des soldats qui puissent être déployés à l'étranger. On n'a plus besoin d'une masse de soldats puisqu'il n'y a plus de menace aux frontières de la France. Ce qui va être remis en cause, on va en parler juste après. Exactement. Juste sur la JAPD, enfin sur la Journée défense et citoyenneté. Donc elle a dû changer entre le moment où moi je l'ai faite et là la réforme. Mais à l'époque, je me souviens que c'était surtout, en fait, il y avait quasiment rien de militaire. C'était des tests d'alphabétisation, des tests cognitifs peut-être, et vraiment très peu de contenu militaire. Là, je ne sais pas ce qu'elle est devenue entre les deux. Là, celle que vous préparez pour septembre, qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle est complètement nouvelle. Le contexte, c'est quand même important. Pourquoi on la change? Parce que l'actuelle n'est pas qualitative. Je suis clair, on ne va pas tourner autour du pot. Elle dépend trop de l'animateur. Oui. Et voilà. Donc beaucoup de jeunes s'en plaignent. Il faut dire les choses. En tout cas, alors c'est le paradoxe. C'est qu'ils savent qu'elle n'est pas bien, sauf qu'ils ont toujours une bonne image des armées. Ce qui est remarquable. Et qu'en fait, elle participe à la culture de l'esprit de défense. Donc c'est un des paradoxes. Comme quoi, encore une fois, cette jeunesse française, elle est vraiment bien disposée à notre égard et à l'égard de la défense nationale. On la change parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce qu'il y a la guerre à Gaza, parce qu'il y a eu le Covid qui a provoqué une première crise du recrutement. Pourquoi la guerre d'Ukraine? C'est le milestone, comme on dit en anglais, c'est le moment de bascule stratégique, parce que l'hypothèse d'un engagement majeur est revenue d'actualité. Or, l'armée professionnelle, par le volume contraint de ses forces et de ses capacités, y compris matérielles en équipement, même si c'est de la très haute technologie, même si les soldats sont très bien entraînés, ils ont fait leurs preuves dans plein d'opérations extérieures, elle n'est pas taillée pour une intervention dans le cadre d'une hypothèse d'engagement majeur dans la durée. Et donc le raisonnement, c'est de dire quoi? On a besoin d'un noyau solide d'armée professionnelle, pas remis en cause par la loi de programmation militaire, au contraire, consolidé. Pour compléter les effectifs, le volume de forces qui pourraient être engagées à l'extérieur dans le cas d'un engagement majeur ou sur le territoire national en cas de rétroaction d'une puissance étrangère, les réservistes. Excusez-moi, je ne vous suis plus là sur la rétroaction. Mais la rétroaction, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir de la subversion ou des attaques contre le territoire national qui feraient qu'on aurait besoin de forces militaires, comme c'était le cas après les attentats de 2015. Oui. La force Sentinelle. Oui, la force Sentinelle. Or, on a vu qu'à la force Sentinelle, on a recruté en urgence 10 000 soldats professionnels de plus. Oui. Donc, on pourrait avoir des circonstances qu'il faille qu'on est engagé à l'extérieur sur un ou plusieurs fronts, que ce soit un front par rapport à une puissance conventionnelle ou par rapport à, pareil, des attaques djihadistes, par exemple en Afrique, qui fait que le format des forces serait très rapidement en surtension. Donc, il faut être capable de pouvoir solliciter des compétences que nous n'aurions, nous, en nombre insuffisant. Donc, vous voulez utiliser la JDC? Donc, la JDC, deux objectifs majeurs, enfin, 3. Plus de militarité pour renforcer l'esprit de défense, mais aller plus loin, développer la volonté de défense. D'accord? Après, je dirai comment on va le faire. Deuxième chose, pour recruter dans les armées et la gendarmerie nationale. Surtout que dans 10 ans, entre 10 et 15 ans, la chute de la cohorte, la chute démographique sera extrêmement forte en France. Aujourd'hui, 800 000 jeunes Français font la JDC à 17h30. On sait qu'en 2035, il y en aura entre 150 000 et 200 000 de moins. Donc les conséquences seront incalculables pour le recrutement dans les armées, comme pour le recrutement dans le secteur civil, privé ou public. Oui. Et le troisième axe, volonté de défense, recrutement, le troisième axe, c'est le renforcement des valeurs républicaines, c'est-à-dire du ciment, c'est-à-dire ce qui fait la cohésion nationale, qui est indispensable aux forces armées pour pouvoir opérer, pour être légitime pour opérer. Je peux vous demander, c'est juste un aparté, mais il y a plein de gens pour qui c'est pas clair. Si on nomme nos adversaires, là vous pouvez le faire, oui, vous pouvez nommer nos adversaires. Je vais le faire, comme l'ont fait le président de la République, le ministre des Armées, encore très récemment. Nos adversaires aujourd'hui, il faut être très prudent. Oui. Nous, on ne stigmatise pas, mais vous savez très bien quand on déploie l'armée,
c'est que la diplomatie a échoué et que nous n'avons pas d'autre solution par rapport à un adversaire qui nous imposait par la force sa volonté, de le contrer par un rapport de force au moins égal, voire supérieur. Donc nos adversaires sont la Russie, sont la Corée du Nord, sont l'Iran, et compétiteur la Chine, qui est désigné, et notre adversaire également, les groupes djihadistes. Donc c'est explicite. Très clair. Merci mon général. J'ai lu un sondage sur les 15-25 où on voit que le risque de guerre est en train de remonter dans les premières préoccupations des jeunes. Je vais vous poser une question un peu brute là-dessus. Les jeunes ont-ils raison d'avoir peur de la guerre? Oui, ils ont raison d'avoir peur. Parce que la guerre, ça tue. Parce que la guerre, c'est la pire des abominations. C'est quand c'est l'antithèse de l'état de paix. Or, nous aspirons tous à la paix. Mais est-ce qu'il y a un vrai risque là qu'une guerre se déclenche? Je ne veux pas parler de Troisième Guerre mondiale, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez rassurer les jeunes ou au contraire leur dire qu'ils sont lucides? Moi, je pense qu'ils sont lucides et il faut être réaliste. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais mieux on est préparé et plus on est sûr qu'il ne se passera rien. Et voilà, l'exemple de l'attaque des Russes annoncée de longue date en Ukraine. Parce que la guerre, elle existe en Europe. Hein. En tout cas, elle est aux portes de l'Europe. Elle est aux portes, et il y a même des rétroactions sur le territoire. Quand on a des attaques informationnelles, des ingérences dans les processus électoraux, c'est une forme de guerre. Et la guerre, elle prend plein de formes. Hybride, conventionnelle. Donc elle existe. Oui, ils ont raison d'être attentifs. Et ils ont raison, et on a besoin qu'ils se mobilisent. C'est la meilleure manière de dissuader nos adversaires de nous attaquer, que ce soit les djihadistes ou des puissances étrangères. Gagner la guerre avant la guerre. L'organisation NewsGuard vient de publier un rapport qui est édifiant sur des offensives du Kremlin sur le débat public français. Il parle de plus de 38 000 messages de fake news qui sont alimentés, qui empoisonnent le débat public en France, mais aussi des IA. Les jeunes sont la première cible de ces organisations. Qu'est-ce qu'on peut faire à la fois pour les profs, les jeunes, pour se défendre face à des offensives de ce type? Je trouve que c'est un sujet extrêmement délicat. Pourquoi? Parce que la frontière entre le débat d'opinion et la fake news est extrêmement ténue. Et d'autant plus ténue quand on ne cite pas et quand on ne démontre pas au public qu'il y a des attaques délibérées. Vous me suivez? Oui, je trouve dangereux notamment l'attaque en complotisme, où c'est très facile tout de suite de dire « Ah, ça c'est complotiste ». Donc moi je suis de ceux, et ça qui pensent, comme aujourd'hui le font nos autorités, qu'il faut dire quand il y a des choses qui se passent. Oui. Ça ne veut pas dire que demain, je parlais de la Russie, nous ne serons pas, et j'espère, en paix avec la Russie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix avec la Russie. Parce que la Russie est en guerre contre un pays que nous soutenons qui s'appelle l'Ukraine. Et qu'elle mène des actions pour saper, pour créer la discorde chez nous. Ça, il faut le dire et l'objectiver. Les jeunes, quand ils ont, comme les moins jeunes, quand ils savent cela, c'est plus facile pour eux de discerner. Après, je crois beaucoup au bon sens, en fait, des jeunes. Oui, il y en a qui peuvent être manipulés, mais je trouve que la majorité, elle a beaucoup de bon sens. Et l'un des avantages des réseaux sociaux, l'inconvénient, c'est que vous y trouvez tout et n'importe quoi. L'avantage, c'est que vous pouvez trouver aussi des réponses à vos questionnements. Et des réponses, comme vous le faites vous, par exemple. Vous pouvez trouver Quartier Libre. Trouver Quartier Libre, qui vous donne des réponses. Et ensuite, les jeunes, ils ont un esprit critique. Et moi, je les trouve très humbles. Je les trouve très curieux. Et quand ils viennent à la JDC, pour être clair, on a les 800 000 jeunes. On n'a pas d'hostilité. Là, le Wargame dont je vous parlais, le jeu de rôle, il est quand même très explicite. Les jeunes, ils posent des bonnes questions. Et ils ne remettent pas en cause, parce qu'on le dit de manière réaliste et factuelle. On va maintenant parler un peu plus de votre expérience opérationnelle et de votre carrière. Justement sur les missions, vous avez vécu des missions dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, au Mali. De toutes les guerres que vous avez faites, quelle était la pire? La pire, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je pense que le plus douloureux, quand j'étais chef de corps, j'ai préparé, mais j'étais pas en Afghanistan, c'était l'Afghanistan quand des soldats sont revenus morts ou blessés. Donc en fait, on le vivait par procuration, à distance. Et dans l'expérience personnelle, le Mali, mais ce qui est peut-être surprenant quand on est civil,
enfin vous avez vécu ces moments, c'est que pour nous, on n'a pas d'appréhension, en fait, c'est pas le pire. Oui. Et même, Même de je veux dire, l'excitation, en fait. oui, c'est presque stimulant, excité parfois, et même quand on côtoie la mort, peut-être aussi parce qu'on y est très préparé, même si on n'est jamais préparé à voir un de ses frères d'armes tué, la mort ou la blessure. C'est probablement a posteriori voilà, quand on constate les dégâts, que c'est peut-être plus dur à encaisser. Voilà. Vous mentionnez le Mali comme peut-être un des théâtres qui vous a le plus marqué. À ce moment-là, vous étiez commandant de brigade et c'était aussi une opération qui a été marquée par des deuils. On a perdu des soldats, notamment en 2019. Comment un chef vit la mort de certains de ses hommes? Ah bah, il le vit, il est touché. Parce que quand on parle de fraternité, c'est une famille. Et en plus, moi je les connaissais parce que c'était 6 commandos montagne, il y a 13 soldats français qui sont morts. Le 25 novembre Ouais, c'est 2019. ça, lors d'une collision d'hélicoptère pendant une mission de combat, de nuit. Il y avait 6 commandos, dont parmi les 13 morts au combat. Bah, on est touché, très touché. On sait que ça fait partie de la vie d'un soldat, de risquer sa vie et parfois de la perdre. Et quand ça nous arrive, le réflexe naturel, il n'y avait pas besoin de réfléchir, c'est la cohésion. C'est on se regroupe, on fait front collectivement et très vite on va tout de suite épauler les familles. Et là encore, il y a eu c'était assez incroyable en émotion de tristesse bien sûr de ce drame, mais également en émotion collective. Toute la région des Alpes, alors c'était beaucoup de Gapençais, Ouais. il y avait aussi l'adjudant que vous avez L'adjudant connu, Jean Joucq, ouais. Joucq, du 2e reg. Il y avait un adjudant aussi du 93, et puis quatre Pilote. commandos du 4e chasseur, et puis tous Pardon. les autres étaient des pilotes et des membres d'équipage de la LAT. Mais on a tout de suite fait front. Vous les aviez, je crois que vous briefiez les GCM Oui, personnellement oui, avant la oui, mission, vous oui, vous en oui. souvenez? Oui, alors je le faisais, pourquoi? Parce que je savais que c'était extrêmement sensible, qu'ils risquaient leur vie. On avait déjà eu des blessés au combat. Et que je voulais également leur rappeler que bien sûr, en opération et à la guerre, on remplit la mission, mais qu'on ne met pas inutilement sa vie en jeu pour cette mission au Mali. Pour ses camarades, oui, mais pas pour la mission au Mali. Et si la mort doit intervenir, c'est un aléa du combat. Vous n'êtes pas allé la chercher. Je leur disais ça à chaque fois. Et je leur disais, restez lucides. Restez lucides. Ne dérapez pas. Il suffit de regarder dans d'autres armées ce qui a pu se passer. Et on est toujours à la frontière parce que dans des moments dramatiques de la guerre, où vous jouez votre vie et la mort, si vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez faire, vous pouvez basculer du côté sombre dans l'attitude, le comportement. Et l'éthique, pour moi, est fondamentale. Et je leur rappelais ça à chaque fois. Et après la mission, après la collision, quand vous avez retrouvé les commandos montagne, qu'est-ce que vous leur avez dit? Je les ai appelés sur place. Je me souviens encore, le général Burkhardt était le CEMAT à l'époque. Le chef d'état-major de l'armée de terre. Pardon, le chef d'état-major de l'armée de terre. Et dans ces cas, il peut y avoir des moments de flottement. Le moment de flottement, c'est quoi? C'est je suis au Mali et en fait j'ai envie de venir accompagner mes camarades morts pour les accompagner jusqu'à leur dernière demeure en France. Vous êtes soldat, vous ne rentrez pas. Je vous dis, il y a eu des questionnements. Ouais. Chez moi, même pas que chez moi, dans d'autres unités. Non, donc là, vous êtes là pour dire, vous continuez la mission. Vous avez dû prendre cette décision. Moi, c'est pas moi, c'était le chef sur place. Il y a le chef sur place qui peut prendre une décision. Et il y a nous, avec le chef d'état-major, qui disons non. C'est nous qui allons enterrer nos soldats, qui allons les accompagner. Vous continuez la mission. Mais c'est pas anormal, c'est humain. Ils avaient un tel attachement, une telle cohésion
voilà, qu'elle peut avoir des réflexions pour dire on veut aussi les accompagner en métropole. Non, la mission continue et la mission passe avant tout. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces moments dramatiques, c'est là aussi vous avez le révélateur des solidarités, le révélateur de la cohésion, de la fraternité. Et moi, j'ai vu dans les Alpes, à Grenoble, c'est très intéressant, écosystème qui, disons, vous dire, tiens, est-ce qu'ils ne sont pas antimilitaristes à Grenoble? Il y a beaucoup de... Voilà, je connais très bien le maire de Grenoble, il y a beaucoup de critiques à son égard, je ne veux pas commenter la politique, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les Grenoblois, quel que soit leur bord, leur sensibilité, les élus, tout le monde a été à nos côtés. La mairie de Grenoble a mis en berne le drapeau sans qu'on lui demande. La mairie l'a fait spontanément. Voilà, et ça, pour moi, ça dépasse tout au bon sens du terme. C'est-à-dire que ça vous montre ce que c'est la défense nationale, l'esprit de défense. Et on a réussi ça. Et en France, on réussit cette unité. Et ça, on ne doit jamais, jamais le perdre, parce que c'est ce qui permet aux familles de résister, de durer. Et après ça, les élus, les entreprises grenobloises, des associations, ils ont aidé les familles, et encore en contact, en leur offrant des séjours dans les stations de ski, en leur offrant, en aidant les enfants, en faisant des dons à l'entrée de montagne. Voilà, c'est très beau. Et c'est le paradoxe de ces moments dramatiques, c'est que vous avez aussi le soleil, l'humanité qui s'élève et les gens qui se rassemblent et qui sont solidaires. On a parlé de ces héros qui sont morts pour la France. Est-ce qu'il y a un héros dont on pourrait donner le nom qui vous a particulièrement marqué et que vous voulez honorer aujourd'hui? Il y a un héros très ancien qui s'appelle Albert Roche. Ce week-end, il y avait un article dans le Daily Telegraph. C'est un copain qui lit le Daily Telegraph, donc un grand journal britannique, en disant quel est ce héros incroyable, la saga de ce héros oublié, parce qu'en France, on en parle peu, dans les chasseurs, on en parle beaucoup. Premier soldat de France par Foch. Pourquoi je cite? J'invite tous les jeunes à regarder sa biographie. Ce jeune, en 14, alors qu'on a besoin, c'est la levée en masse, il est refusé au recrutement. Trop chétif. Ça, c'est incroyable, je ne savais pas. Trop chétif. Il est tout petit, il n'a pas de gueule. Non, on prend que les gamins très solides. Il est pourtant paysan. Ouais, il est pourtant paysan. Son père veut le garder à la ferme. Il en a besoin, il est dans la Drôme. Il fait tout pour s'engager. Et il s'engage au 27e BCA. Il y arrive. Premier soldat de France, officier de la Légion d'honneur. Premier soldat de France, parce que Foch le désigne premier soldat de France. Des médailles partout, et il finit soldat, il finit chasseur. Ouais. De première classe, chasseur. C'est incroyable son histoire. À force de volonté, il a réussi. 1200 prisonniers. Il sauve son capitaine de la mort en allant le chercher dans un trou de combat. Et tellement il est fatigué, il le ramène, il reste dans un autre trou de combat sur la ligne. Les patrouilles qui cherchent les déserteurs le récupèrent. Il l'amène devant le tribunal, cour martiale, il va être fusillé. Son capitaine se réveille de son coma, le sauve de l'exécution en disant « mais il m'a sauvé ». Incroyable. C'est une histoire, il faut le regarder. Et ça, c'est l'espoir pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce gars-là n'aurait jamais dû être soldat. Il était déconsidéré par tous et il devient le premier soldat de France. Et la deuxième personnalité, c'est Maxime Blasco, le sergent Blasco que j'ai connu, commando montagne aussi. Un héros, mort en 2021. Au Mali. Il a fait 7 ou 8 opérations au Mali comme commando montagne. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Oui, et c'est lui qui en 2019 avait sauvé les pilotes d'hélicoptères Gazelle crashés et qu'il a accroché au patin d'un tigre. Lui-même, il les a accrochés avec les sangles, lui-même s'accrochant au bras pour un vol de 5 minutes au ras du désert et ça a sauvé la vie des pilotes. Sauver un blessé. Voilà, donc Maxime, j'ai beaucoup de respect pour lui et pour sa famille qui dignement survit à sa mort. Je tiens à dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, qu'il y a un reportage, je crois, de France 2, on vous le mettra en lien de la vidéo, où Maxime Blasco lui-même raconte cette opération avec l'hélico. Enfin, vraiment, c'est un fait d'armes exceptionnel. Et ce gars-là, malheureusement, nous a quittés donc, en 2021, mort pour la France. On vient de parler de la mort pour un chef militaire. Peut-être on peut ouvrir à tous les chefs, qu'ils soient civils ou militaires. Quand on est sous le feu ou quand on est sous la pression, vous qui avez vécu toutes ces opérations, donc le Mali, l'Afghanistan, la perte de certains de vos subordonnés, le risque qui était en permanence sur vos épaules, quels conseils vous donneriez à un chef, quel qu'il soit, sous la pression?
En fait, je ne vais pas donner de conseils sous la pression, je vais donner des conseils pour bien gérer la pression, ce qui n'est pas exactement pareil. Et pour bien la gérer, pour moi, il y a une seule chose. Vous connaissez la maxime de Sun Tzu, connais-toi toi-même, connais ton ennemi et tu remporteras la guerre. Connais le ciel, connais la terre et ta victoire sera totale. Le ciel et la terre, il faut le comprendre comme son environnement, ce qui est autour du monde militaire. En fait, c'est d'abord connais-toi toi-même. Si tu te connais, tu sais où sont tes propres limites. Donc derrière, tu peux travailler pour développer ta résilience, pour développer ta capacité d'encaisser le stress, pour développer la confiance qui va éviter que tu montes dans les tours, que tu t'énerves contre les autres alors que c'est toi qui es responsable de tout, et que tu génères la sérénité malgré les obus qui tombent à côté, malgré les pertes, malgré le combat. Moi, je livrais un tips pour moi, enfin un truc. Encore une fois, c'est mon approche. Jusqu'à officier supérieur, j'étais très en force. Ma volonté dominait tout le reste de mon être. Ouais. Et par la volonté, j'atteignais les objectifs qui m'étaient fixés. En fait, vous écoutiez moins? Oui, mais je passais, je veux y arriver. J'y arriverai. Sauf que je me suis à un moment rendu compte, et on me l'a dit, que je générais à certains moments beaucoup de tension. Genre, je me le sentais, je me tendais, donc ça fatigue. Hein. Alors la volonté permet de dépasser la fatigue. Quand elle ne dépasse pas, c'est le burn-out. Le corps dit stop. Et autour de moi, des gens me l'ont dit, des gens qui m'aimaient, y compris ma famille, etc. Et je me suis dit, là, si je continue comme ça, je vais péter un boulard, pour parler, ça va pas aller. Et je sentais en plus que je commençais à irriter. Peut-être ça continue, c'est pas grave. Non, vous êtes général, donc vous pouvez vous le permettre. Si. Et en fait, je me suis dit, ok, il faut que je travaille différemment, il faut que je fasse différemment. Qu'est-ce que vous avez changé? Et ben en fait, j'ai fait de l'introspection. Et je me suis fait aider pour dégager, décharger le stress. Par qui? Par des gens. Je ne peux pas dire par qui, par des gens qui sont spécialistes là-dedans. Et qu'est-ce qui vous a aidé? Ce qui m'a aidé, la méditation. Ce qui m'a aidé, il y a des techniques pour décharger le stress, pour évacuer le stress, qu'on a tous. Hein. Au-delà, vous pouvez être nickel, hein, mais vous prenez des coups. Hein. C'est comme un blindage, hein, il prend des coups, même s'il résiste. Alors moi, je pensais que une de vos manières pour évacuer la pression, c'était la musique, et vous faites de la batterie. Oui, ça en est une manière, mais c'est comme le sport, mais c'est pas suffisant. Ou c'est comme la parole, c'est pas suffisant. Il y a un moment, il faut aller plus loin. Parce que vous accumulez dans l'organisme, dans la tête, mais pas que dans la tête, dans l'organisme, vraiment beaucoup de tension. Et que le sport et la musique ne suffisent pas à évacuer. Ça aide beaucoup, ça vous aide à décrocher, mais ça ne suffit pas. Mais j'insiste là-dessus. Et c'est pour ça que le chef doit prendre des moments de respiration, littéralement, et doit prendre des moments de repos, y compris reposer sa tête. On repose les... Vous êtes sportif, vous êtes chef d'unité de haute montagne. On n'hésite pas à reposer ses jambes, ses muscles. On fait la sieste aussi. En tout cas, moi, j'ai aucun état d'âme, c'est le cas de le dire, à me reposer, à breaker, à couper. Et j'incite les chefs à arrêter d'en faire des tonnes et au contraire, à montrer l'exemple. On sait dans la montagne, les montagnards, ils se reposent. Hein. Oui, on dit même qu'en montagne, il faut être feignant. Bien provocatif de temps en temps pour survivre et pour aller plus loin. Quand vous êtes en sur-régime, en surchauffe, il y a un moment où ça pète. Et ça, il faut absolument l'éviter. Vous coupez votre téléphone comme général? Alors, en fait, je n'ai qu'un téléphone et le week-end, je ne le coupe pas à titre perso. Et à titre professionnel, je demande qu'on m'envoie que sur WhatsApp un message s'il y a une urgence. Tout le reste, je ne le regarde pas le week-end. Sauf urgence. Et pour moi, l'urgence, c'est quand il y a une affaire de vie ou de mort ou un très grave problème de sécurité. Je pense qu'il faut éduquer les officiers à cette introspection. Parce que ce n'est pas de l'autocritique, hein, à mieux connaître leurs capacités, pour mieux les mobiliser et pour mieux performer. Et la deuxième chose que je dis à tout le monde, c'est que quand quelque chose ne va pas bien, ce n'est pas la faute des autres. C'est vous le seul responsable. C'est vous le responsable de votre destin.
Alors c'est sûr qu'il y en a certains qui en est facile, c'est plus facile parce qu'ils sont bien entourés, mais vous pouvez être très bien entouré, très riche, Et très seul. complètement foirer votre vie, et d'autres dans des conditions abominables, mais qui en fait vont s'extraire de ça. En fait, c'est à vous de mobiliser, de vous mobiliser, et pour ça, il faut accepter de se faire aider. C'est pas une marque de faiblesse de se faire aider. Et c'est tellement vrai que dans l'armée, notre force, c'est le collectif. Oui. Et c'est un soldat, encore une fois, on le sait, nous les troupes de montagne, mais dans des troupes parachutistes, dans plein d'autres troupes, vous avez parfois le premier de cordée, c'est un caporal-chef, voire un première classe. Et vous, vous êtes derrière. Vous gardez votre autorité. Personne ne la remet en cause. Mais lui, il est meilleur que vous dans ce domaine. Et votre vie, elle va dépendre de lui parce que c'est le meilleur dans le domaine. Il faut l'accepter, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai lu ça dans le fil de l'épée du général de Gaulle. Il parle de l'amiral Nelson qui parlait d'un de ses subordonnés et il disait ce subordonné est excellent partout mais il ne sait pas désobéir. À votre avis, vous voulez dire quoi par là? Ce qu'il voulait dire, c'était pas la vie du quotidien, c'était pas même l'entraînement. Je pense, je considère que les seules justifications à la désobéissance, c'est lorsque l'honneur est en jeu. Et l'honneur, c'est la conscience que l'on a de sa propre dignité morale. C'est compliqué, la conscience que l'on a, c'est-à-dire le bien ou le mal dans un moment donné. Plus prosaïquement, on doit désobéir si un ordre est manifestement illégal. Pour illustrer ce que je veux dire, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, pour reprendre l'exemple du général de Gaulle, il a désobéi. Il a désobéi parce qu'il avait le sens de l'honneur, que le sens de l'honneur, c'était de quitter la France, de ne pas suivre le régime de Vichy et de fonder la France libre pour libérer la France du joug nazi. Et c'est ça le sens de l'honneur. Et là, on a le devoir de désobéir dans ces conditions. Mais c'est extrêmement complexe. C'est tellement complexe qu'à l'époque, il était quasiment seul, le général de Gaulle, et que beaucoup de militaires l'ont rallié ou ont rallié la résistance. En fait, en ralliant la résistance, ils ont rallié le général de Gaulle, une fois que la zone libre a été envahie par les nazis et que le régime de Vichy avait perdu toute légitimité. Est-ce qu'il y a un style de commandement particulier dans les troupes de montagne? Je pense que la montagne, il y a d'autres milieux qui sont difficiles. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas faire illusion. Que vous soyez général ou soldat, faites pas illusion. Donc la forme est moins importante que le fond. Même si, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ouais. Et c'est pour ça peut-être que parfois, ça peut donner l'impression d'un style plus décontracté. Parce qu'on sait que l'important, c'est pas le quartier. Le quartier, le respect, c'est le respect humain, c'est le respect de la forme, il n'y a pas de... mais qu'on doit se reposer au quartier. En plus, c'est le lieu de vie des soldats. Mais la montagne, comme le combat, c'est l'heure de vérité humaine. Et là, on s'en fout qu'il y ait des galons. C'est pas ça qui va compter, c'est ce que vous êtes capable de remplir la mission. Et là, là vous rentrez, c'est l'heure de vérité. Donc, comme l'heure de vérité, vous l'éprouvez dès l'entraînement en montagne, pour le reste, ça vous donne un style peut-être un peu plus, parfois spontané, qu'on retrouve dans les légions étrangères, chez les paras aussi, très fraternel, où le grade s'estompe très vite parce que l'humain prédomine dans le respect. Donc oui, il y a un style différent. Oui. Comme on parle de galons, je vais vous poser une question alors qui ne m'intéresse pas à titre personnel, mais comment un enfant de Bourg-en-Bresse qui n'a pas de famille militaire, comment il devient général, comment il accède à 4 étoiles? Je pense, enfin moi, j'ai toujours eu confiance en moi. On dirait, confiance, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des doutes. Hein. Pas confiance dans mon destin. Assez petit, je ne sais pas de ce que j'allais devenir, mais j'avais confiance, j'avais une volonté très forte et qui a été accompagnée là par ma famille, qui m'a jamais bloqué, qui m'a jamais dit et qui m'a beaucoup écouté sur ce que je voulais faire. Je veux faire de la batterie. La batterie, ça coûte très cher. J'ai une batterie. Voilà. Alors qu'eux, ils étaient musicaux, enfin mon père était musicien, mais piano, ça n'a rien à voir avec la batterie. Il y a eu une grande écoute sur mes aspirations. Donc ça m'a donné confiance. Derrière ça, je ne me suis jamais arrêté aux échecs. Il y en a eu quelques-uns, peu. Lesquels?
Au bac, je m'en souviens très bien. La prof, j'étais bon, sans être comme un garçon. Voilà. Et j'étais mauvais en maths, très mauvais en maths. Ça m'intéressait absolument pas. Au point où, je veux le dire, comme ça tout le monde le saura sur la terre entière, mais j'ai eu 1 au bac. En maths? 1 au bac. Ah Et ouais, 1 parce que heureusement, je pense que le prof n'a pas voulu me. Parce qu'il faut faire des rapports Ouais, quand. vous avez mis votre nom, votre prénom de la Et je me copie. souviens donc, très bien, j'avais déjà des mauvaises notes. En fait, je ne comprenais rien de ce qu'elle disait, la prof. Je ne comprenais rien, il n'y avait rien de concret. Moi, j'aime bien le concret. J'aime bien les idées, mais le concret. Donc, j'adorais l'histoire, évidemment. Ouais. Français, j'aimais bien. L'éco, j'aimais bien. Et la prof qui était responsable, elle s'adresse à tout le monde. Enfin, elle nous dit, OK, elle nous donne un peu. Vous savez, à l'époque, il nous disait, tu auras le bac facilement. Vous savez, il y avait un truc, OK, c'est bon, c'est acquis. Et il y en a d'autres qui disaient, on ne sait pas. Et puis d'autres, ton bac, ça va être super chaud. Et moi, elle me met dans la deuxième catégorie. Waouh! Ah oui, ça a dû Alors là, vous mettre une claque. waouh, la claque. Elle ne savait pas. Je dis pourquoi? Bah oui, en maths, t'es pas bon du tout, etc. Là, je la regarde droit dans les yeux. J'aurais une mention. Le truc, j'aurais une mention. J'ai fait plusieurs fois ce truc, c'est assez bizarre. Vraiment. Un défi. Ouais, un défi. Un défi, mais hop, c'est pas le mental, là, c'est un truc qui sort, dit tu vas y arriver. Je vous donnerai une autre anecdote là-dessus qui est très intéressante. Sur un tirage au sort, un truc de fou. Et j'ai le bac, 1 point au-dessus pour avoir le ACBA, avec 1 en maths. Ah oui, c'est Et l'épreuve fort, ouais. d'économie, j'adorais l'économie. Je lis le soir même un bouquin d'économie, un truc d'économie, le sujet tombe. Qui n'était pas un bouquin de l'école. Bon, voilà, il faut croire en son destin. Voilà, Donc, en fait, vous passé avez raduc, mais en fait, je pense, j'avais confiance en moi, je ne sais pas comment. petite Voilà. blague de général, vous aviez une bonne étoile. Mais je pense que j'ai une bonne. Je pense Je crois que c'est la deuxième anecdote. Eh ben, la deuxième anecdote, c'est à Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'était l'enfer pendant les 15 premiers jours. L'enfer, j'ai l'impression Ah de bon, rêver. pourquoi? D'arriver chez les fous. Ah bah le bahutage. Ouais. Mais j'ai eu des gens extrêmement bienveillants. Mais c'était un truc de fou. Je pensais arriver dans une grande école. Et là, on était mis. C'était carpette, des trucs de barjo, on te réveille n'importe quand. D'ailleurs, pas de géopolitique, rien du tout. Je sais quoi. Mais en fait, les 2 instructeurs, c'était des mecs super. Après, j'ai vraiment bienveillants. Eux, ils étaient bienveillants. Ils se marraient, en fait. Et après, j'ai compris que c'était un jeu. Bon, et à Saint-Cyr, on avait un stage en corps de troupe. Je ne rêvais que d'une seule chose, Bourg-en-Bresse, Annecy, le 27e BCA. Donc le 27e bataillon de chasseurs alpins, où vous vouliez faire votre stage. Et où je voulais ensuite que je voulais rejoindre. On était 190 dans la promo. Il y avait une seule place pour les Saint-Cyriens, parce qu'il y avait des réservistes, des officiers de réserve avec nous, mais une seule place, 190. Je suis, c'est la lettre D qui est tirée, G arrive, je mets la main dedans et je vais appeler ma mère le soir. Et elle me dit, crois en ta bonne étoile, tu auras le 27. Tout de barjo, inimaginable. Je tire, on ne le voyait pas, hein, je tire 27e BCA. Magouille. Non, ah non, pas magouille. Voilà, donc, non, mais en fait, la chance, c'est pas la chance, c'est le destin. En fait, c'est une dimension qu'on n'arrive pas à objectiver, mais qui existe. Napoléon disait, donnez-moi des maréchaux avec de la chance. Oui, je ne suis pas maréchal, et on ne va surtout pas avoir cette immodestie. Oui, et il disait, oui, il parlait aussi beaucoup du hasard. Et de la Il disait fortune. il disait que les médiocres, c'était ceux qui n'étaient pas capables d'intégrer le hasard dans leur réflexion, dans leur approche de la guerre. Et je trouve que c'était très intéressant. Ceux qui avaient peur du hasard, c'est qu'ils n'étaient pas capables d'aller dans une des dimensions de la guerre qui était importante, c'est-à-dire cette dimension immatérielle, subjective, que Clausewitz appelle le brouillard, ou De Gaulle les contingences, exactement. Qu'est-ce que vous en tirez de ça dans votre, j'en dans tire votre de vision ça, de la stratégie? Ce que j'en tire de ça, c'est que ça rejoint l'introspection. Ça veut dire que la rationalité, c'est une part de la guerre. C'est pour ça que la guerre est un art et une science. Il y a la part objectivée, et il y a une part psychologique. Il y a une part qu'on ne maîtrise pas en tout cas, pas complètement, et qui relève de l'intuition, qui relève du hasard, mais celle-ci, en fait, si vous suivez pour illustrer ça, la phrase de Bergson, qui dit que le désordre, c'est un ordre inattendu. Eh bien, vous ne devez pas en avoir peur, et vous devez essayer de l'appréhender. Et il y a plein de manières de l'appréhender. Votre intuition, votre réflexion, votre regard, quand vous aiguisez vos sens, vous le savez. Vous en prenez montagne. des décisions à l'instinct? Non, à l'intuition. Mais Quelle différence vous faites? Je trouve que l'instinct, c'est un acte réflexe, presque animal. Mais ça peut, hein.
Là, je me recule parce que je sens que quelqu'un va m'envoyer son point. Et vous, à votre niveau, c'est plus la manière d'agir. C'est plus l'intuition. Enfin, c'est l'objectivation, et quand il faut aller très vite, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est la somme de votre expérience, de votre connaissance. Oui, c'est parfois un inconscient qui parle, mais qui a accumulé des données sans s'en rendre compte. Exactement, ou qui perçoit des choses que vos yeux ne perçoivent pas, ou que les autres ne perçoivent pas. Mais vous êtes dans le génie. Oui. Vous savez très bien, quand les mines, etc., c'est des objets qu'on ne détecte pas, il y a beaucoup de pièges. Bien sûr, il y a des choses très objectives, mais vous savez, il y a des moments où vous ne sentez pas. J'adore ce sujet parce que j'ai parlé de ça, c'est un sous-officier du génie qui a trouvé un engin explosif dans le sable. Et quand je lui ai demandé quels étaient les indices qui lui ont fait arrêter le convoi pour dire là, à tel endroit, je ne le sens pas, et il n'a pas pu me dire, il dit je ne sais pas. Et spontanément, son interprétation, c'était c'est coup de chance. Mais je suis persuadé que c'est pas ça. C'est qu'à force d'avoir la vigilance, d'avoir vu des incidents, parfois une trace dans le sable, ça leur suffit. Il y a un inconscient qui parle et il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas forcément le formaliser. Mais la chance ou le hasard, c'est quelque chose d'écrit, sauf qu'on n'est pas capable de lire ce qui est écrit ou de comprendre ce qui est écrit. Je vous propose de passer à 2 questionnaires que j'ai préparés pour vous. L'idée, c'est des réponses courtes. Donc d'abord, c'est le questionnaire à réaction flash, QRF. C'est une référence aux militaires. Vous avez le droit de répondre comme un militaire. Oui, non, jamais de peut-être. Et si jamais vous ne voulez pas voulez saisir le joker, ce serait reçu, puisque le militaire qui ne peut pas dire oui, mais qui ne veut pas dire non, souvent il dit reçu. Alors non, par contre, vous pouvez pas dire reçu à un capitaine, excusez-moi, en général, mais... Je vais respecter les... D'autres, généralement, je respecte tous les invités n'ont pas votre grade, donc j'ai oublié... On peut. Alors, donc le QRF, c'est parti. Faut-il renforcer les cours sur l'armée à l'école? Sur la défense, oui. Faut-il rétablir le service militaire? Faut-il rétablir le service militaire? Ça peut être le joker. Joker. S'il y a un service militaire, faut-il qu'il soit obligatoire pour les hommes comme pour les femmes? Oui. Faut-il envoyer les jeunes délinquants à l'armée? Non, pas systématiquement. Devons-nous nous préparer à une guerre? Oui. Croyez-vous à la Troisième Guerre mondiale? Non. Les jeunes sont-ils prêts? Oui. La France subit-elle des attaques de désinformation étrangères? Oui. Peut-on s'en protéger? Oui. Faut-il réarmer le pays? Oui, moralement et physiquement. Est-ce que tout citoyen est un soldat? Oui. Est-ce que tout officier peut devenir général? Non. Avez-vous déjà eu envie de tout raccrocher et poser le képi? Non, pas vraiment. Si c'était à refaire, vous re-signerez? Oui. Je voudrais terminer en vous posant quelques questions à la forme d'un questionnaire un peu à la Bernard Pivot. Donc des réponses bien sûr libres et puis un peu plus longues si vous souhaitez par rapport au questionnaire que je viens de vous poser. Alors le questionnaire Bernard Pivot en version Légion étrangère. Mon général, si vous étiez un expert en camouflage, qu'iriez-vous espionner? Les Russes dans le Grand Nord. Que répondez-vous à la petite voix qui vous dit « abandonne » ? Si elle me dit « renonce à aller au sommet parce que tu vas prendre une avalanche sur la tête » ou que même si tu l'atteins, tu ne redescendras pas vivant, j'abandonne. En fait, ce n'est pas un abandon, c'est je fais demi-tour. Si c'est trop dur, je vais me mobiliser encore plus que je ne me suis mobilisé pour tenir. Surtout si je suis avec... si j'ai des hommes sous mes ordres. Votre juron, gros mot ou blasphème favori et vous avez droit aux langues étrangères. Non, putain. Votre patrie si ce n'était pas la France. La France. La devise que vous graveriez sur votre épée. Être exact, force et audace. Est-ce que je peux vous demander la devise que vous avez gravée sur votre sabre quand vous étiez à Saint-Cyr? C'était celle-ci parce que c'est celle du général de l'Estrin. Qui était notre parrain de promotion. Au nom de quoi pourriez-vous mourir? De la France. Et si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? Dégage. Mon général, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de jazz, de psychologie, de sophrologie, mais c'était à mon avis intéressant de répondre aux questions des jeunes sur la JDC, sur votre passé opérationnel et sur votre vision des chefs, qu'ils soient civils ou militaires. Merci encore d'être passé dans Quartier Libre. Merci à vous, mon capitaine, et bravo pour votre initiative. Merci beaucoup.
Si vous êtes toujours avec nous, c'est que d'autres épisodes de Quartier Libre peuvent vous intéresser, donc je peux que vous inciter à aller sur la chaîne de l'Armée de Terre Recrute, voir d'autres épisodes, on interroge aussi des sous-officiers, des militaires du rang, des civils comme un écrivain. Si vous avez des idées d'ailleurs d'invités, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux, Capitaine Bro, BRAULT. Vous pouvez aussi me donner des questions à leur poser et je ferai en sorte que je puisse les leur adresser. Merci à tous et à bientôt. Armée de Terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'Armée de Terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.